Bonjour et bienvenue sur Chef. Je suis Sophie Plumer, votre hôte. Avec Chef, je dresse des portraits de femmes et d'hommes engagés dans leur entreprise, passionnés par l'intelligence collective et qui accompagnent leurs équipes de manière positive. Chef, c'est le podcast de ceux et de celles qui sont convaincus que, comme moi, bienveillance et performance sont indissociables. Aujourd'hui, j'accueille avec grand plaisir Cédric Garcia. Cédric est associé au sein du cabinet d'audit EY et ensemble nous abordons la question de la confiance entre manager et collaborateur. La confiance, c'est un peu le Graal du management. Tout est plus simple quand on est dans une relation de confiance. On se dit les choses, on se comprend mieux, il n'y a pas de mauvaise surprise. Mais cette confiance, elle ne se décrète pas. Elle se construit et surtout, elle s'entretient. Je suis assez persuadée que vous ne seriez pas allé chercher un exemple de relation de confiance dans le secteur de l'audit. Et pourtant, quand j'ai échangé avec Cédric, c'est devenu une évidence qu'il serait mon invité sur ce thème. Cédric, il a créé autour de lui une équipe soudée, qui fonctionne un peu comme une tribu ou comme une famille, qui l'accompagne et dont il prend soin, à la fois pour que chacun se sente bien, mais aussi pour que les missions clients soient bien menées. Et c'est marrant parce que le thème de tribu, que Cédric emploie dans l'épisode, c'est une de mes inspirations pour le nom et le visuel de Chef. Avec Cédric, j'ai cherché à comprendre pourquoi c'est important pour lui d'avoir une relation de confiance avec ses équipes, comment il crée cette confiance, comment il l'entretient et comment il vit certains moments qui peuvent altérer ou rompre la confiance entre un manager et un collaborateur. Nous avons notamment parlé de ces moments où le collaborateur doute, ne se projette plus et peut même démissionner. C'est un moment qui peut rompre la confiance en quelques secondes et qui peut aussi altérer la confiance en soi du manager. Et Cédric, des moments de doute et des démissions, il en a vu, donc ses conseils sont vraiment intéressants. J'espère que cet épisode vous plaira et surtout qu'il vous permettra de renforcer la confiance avec vos équipes. Avant de vous souhaiter une bonne écoute, je vous invite à rejoindre le club des abonnés de la newsletter de Chef, qui s'appelle Dieu merci c'est vendredi. Je l'envoie tous les vendredis pour vous faire découvrir les dessous de l'épisode de la semaine, du bon son, des bons plans et des nouvelles de l'aventure Chef. Cette newsletter, elle part le vendredi à 17h pour sonner l'heure de l'apéro et je vous promets, c'est rapide et facile à lire. Pour vous abonner, je vous mets le lien dans les commentaires de l'épisode. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site chef-fe.fr. Je vous souhaite une bonne écoute de ma conversation avec Cédric Garcia et je vous retrouve en fin d'épisode pour le débrief. Bonjour Cédric, bienvenue sur Chef. Bonjour Sophie. Alors Cédric, on est bien installé avec une vue magnifique sur Paris. Je te remercie de m'accueillir dans vos locaux. Cédric, donc t'es associé au sein du cabinet de conseil EY. Et avec toi, je vais découvrir un peu les dessous du monde de l'audit. L'audit est connu pour être une école après l'école, un secteur dans lequel on apprend beaucoup, dans lequel on travaille aussi beaucoup, exigeant, que l'on quitte parfois après quelques années pour trouver un poste plus stable. L'audit est aussi connu pour avoir une culture managériale particulière, avec un cadre assez précis, assez normé, un système de promotion très régulier, quasi annuel en fait. Et donc bien sûr, si je t'ai invité sur Chef, c'est pas pour que tu me parles du cadre, mais c'est pour que tu me parles de ce qu'il y a sous le cadre, en dehors du cadre, qui sont les personnes qui travaillent dans les cabinets d'audit de ce monde aussi normé. Et je t'ai invité sur Chef pour que tu me parles plus particulièrement d'un thème qui m'intéresse beaucoup, qui est la confiance. Comment on crée une relation de confiance avec ses équipes ? Comment on tisse des liens forts pour fidéliser, accompagner, tirer le meilleur de ses équipes et juste prendre du plaisir au travail et être bien. Pour démarrer, j'ai une question rituelle sur Chef. Quel chef es-tu, Cédric ? Alors, avant de répondre à la question, déjà, je voulais te remercier de m'avoir invité. C'est un plaisir de pouvoir participer à Chef. Donc, chef, c'est pas un mot que j'emploierais puisque j'ai plutôt l'impression de travailler avec une équipe. Donc, je mettrai orchestre après chef. J'ai plutôt l'impression d'être un chef d'orchestre, d'animer, d'encadrer, d'accompagner et de faire en sorte que tous ensemble, on aille dans la même direction. Donc, c'est pas un chef avec des gens qui l'accompagnent, c'est vraiment une équipe et je coordonne cette équipe parce que je suis un peu plus vieux que les autres en général. Voilà comment je me définirais. Ok. Tu as le grade d'associé. Chez EY, c'est le grade le plus élevé de la pyramide. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'il y a derrière ce grade ? Quel est ton rôle ? Et peut-être comment tu vois ton rôle au sein de l'entreprise et auprès de tes équipes ?
Je dirais que mon rôle, il est en plusieurs parties. Il y a un rôle qui est dans toutes les entreprises, qui est un rôle de production, donc d'être avec les équipes pour réaliser une mission, mais c'est qu'une seule partie du rôle. Il y a un deuxième rôle qui est important, qui est un rôle commercial, c'est de générer des nouvelles activités, de nouvelles missions. Et puis il y a un rôle qui est interne, qui prend quand même pas mal de temps, qui concerne à la fois le recrutement et une partie de la gestion des ressources humaines, puisque tous les associés sont en charge, peuvent accompagner le recrutement, recruter ses propres équipes, mais aussi recruter pour les autres services d'EY. Et puis après, il y a les RH. Donc on est organisé sur des petits clusters. Donc on est une entreprise où on est plus de 6000 en France, mais finalement, la gestion des ressources humaines, elle est faite sur des clusters de 50 personnes, avec un associé qui gère une cinquantaine de personnes, avec une proximité et une capacité à parler aussi bien aux plus jeunes qu'aux plus anciens, créer en fait du lien, de la confiance et faire avancer tout le monde dans la même direction. Donc voilà, donc le rôle de l'associé, il est à la fois opérationnel, un petit peu RH, un petit peu recrutement, un petit peu commercial. C'est un rôle qui est assez complet et qui permet de s'épanouir et de trouver quelque chose dans chacune des dimensions qui nous intéressent. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus précisément comment se passent les relations entre tes équipes au sein d'une mission d'audit? Et toi, qu'est-ce que tu cherches à impulser? Aussi, quel est ton rôle au sein d'une mission d'audit, plutôt sur la dynamique de groupe finalement? Alors déjà, une mission d'audit, c'est en premier lieu, c'est un travail d'équipe. Donc les équipes, elles peuvent faire 2 à 3 personnes, comme une dizaine de personnes, et ça ne fonctionne que si l'équipe fonctionne. Donc mon job en tant qu'associé, c'est de m'assurer que l'équipe va fonctionner. Okay. Et que tout le monde va donner le meilleur de lui-même. Donc ça veut dire que chaque personne se sent dans sa zone de confort, et donc il faut arriver à comprendre un peu les personnalités des uns et des autres. Alors c'est pas uniquement mon rôle, c'est aussi le rôle des plus expérimentés, mais c'est de faire en sorte que chaque collaborateur soit capable de se sentir bien, de se sentir en confiance, de travailler dans des conditions acceptables, ce qui est assez facile quand tout le monde est au même endroit, un petit peu plus compliqué quand on est en télétravail, puisque le propre du télétravail, c'est d'être à distance, et donc on a un petit peu moins la sensation ou le ressenti de ce que pensent les gens, on voit moins la façon dont ils peuvent se comporter devant leur écran, donc c'est un peu plus compliqué, mais c'est vraiment ça. Mon objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde travaille dans la même direction, avec cette confiance dont tu parlais au début, puisqu'en fait on travaille beaucoup mieux quand on est dans un environnement apaisé que dans un environnement stressant, où on arrive beaucoup moins à produire ce qu'on doit produire. Ok. Quand tu dis l'objectif, c'est que on s'appuie sur les forces de chacun et chacun se sente bien et donc soit tout en apprenant quand même dans une zone de confort, en tout cas pas que dans une zone de difficulté. Comment au démarrage tu connais les forces et les points de difficulté des uns et des autres? C'est une très bonne question. C'est pas facile, donc on tâtonne au départ. Alors l'avantage des cabinets d'audit, c'est qu'on travaille avec beaucoup de gens, donc on peut travailler quand on est un junior avec beaucoup de seniors différents, et très vite il y a des affinités qui se créent, et on n'essaye pas de casser les affinités. L'objectif, c'est pas d'avoir des gens qui soient employables par tout le monde sur tout type de mission. C'est de commencer à faire travailler les gens un peu au hasard, et ensuite de voir en fonction des affinités ou des compétences. En ce qui me concerne, par exemple, j'ai une très grosse compétence sectorielle, puisque je travaille beaucoup dans le secteur des sciences de la vie. Donc je prends des gens qui ont un intérêt pour le secteur des sciences de la vie, et au fur et à mesure des missions, je vois si ils sont à l'aise sur tel ou tel type de mission, tel ou tel type de relation client, tel ou tel type de fonctionnement avec leurs seniors, parce qu'il y a des seniors qui sont beaucoup plus dans la bienveillance, d'autres qui sont beaucoup plus taiseux. Donc arriver à trouver en fait dans la personnalité de chacun les caractéristiques pour qu'ils soient capables de s'épanouir. Mais au départ, c'est quand même, on te fait travailler tout le monde avec tout le monde pour voir un peu les caractéristiques des uns et des autres, et au fur et à mesure, on essaye de capitaliser sur les atouts, tout en essayant de les faire progresser sur leur zone de faiblesse, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Si on travaille que sur les points forts, ça ne va pas marcher. Bien sûr, ouais. Ça veut dire que d'une mission à l'autre, t'as des équipes qui se retrouvent, les gens, avec le temps, en fait, t'as des affinités sur lesquelles tu t'appuies pour gagner du temps et de la performance, etc. Exactement. Dans l'émission. En fait, j'ai l'habitude de dire qu'on fonctionne un peu en tribu. C'est-à-dire que cette tribu, elle se renouvelle puisqu'il y a des juniors qui arrivent chaque année. C'est un métier où on recrute tous les ans
un nombre important de juniors. Mais c'est une tribu et il faut que les gens s'entendent bien. Donc on fait travailler les gens ensemble assez vite et on a souvent des équipes identiques d'un client à l'autre. Et ça permet en fait de créer la confiance et d'avancer beaucoup plus vite. Donc c'est vraiment ces affinités qu'on essaye d'abord d'identifier, ensuite de cultiver. Ce qui compte, c'est que les gens se sentent bien, mais qu'ensuite ils aient envie de co-construire. Une mission d'audit, c'est ni plus ni moins qu'un projet, et donc il faut que tout le monde aille dans la même direction et mène ce projet à bien. Et du coup, c'est là où je suis un peu le chef d'orchestre, puisque moi, mon job, c'est de m'assurer que ce projet avance dans la bonne direction, qu'on a mis les bonnes personnes au bon endroit, et qu'on arrive à délivrer ce qu'on a promis aux clients. Ok. Je te propose de rentrer maintenant dans la question de la confiance. J'en parlais en introduction, t'en as aussi reparlé, donc on sent que c'est vraiment au cœur en fait de ta manière de manager. Ma première question, c'est pour toi, ça veut dire quoi avoir une relation managériale de confiance ? C'est très simple, c'est de travailler avec des personnes qui, lorsqu'elles identifieront le moindre problème, mais que ce soit un problème professionnel ou même un problème personnel, elles viendront me voir pour m'en parler, ce qui permet assez rapidement, pour des sujets professionnels, de les traiter, et s'il y a besoin d'ajuster une organisation parce qu'il y a un problème personnel, de s'ajuster. Donc c'est une confiance qui va bien au-delà du cadre professionnel. Il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui essayent de faire, qui n'y arrivent pas, mais qui se disent « je vais le faire tout seul pour voir si la personne avec qui je travaille va s'en rendre compte ou si c'est bien, pas bien ». Et puis il y a les gens qui vont se dire « ça je sais pas faire, essayons de le faire ensemble ». Et là c'est beaucoup mieux parce qu'on arrive à co-construire, ça les fait progresser, la fois d'après ils sauront faire. Et donc moi c'est vraiment ça, la confiance, c'est cette capacité à dire ce qu'on sait faire, ne pas faire, identifier les problèmes et échanger plutôt que de rester dans son coin en essayant de faire tout seul des choses qu'on n'est pas capable de faire. Ok. Je pense qu'on comprend bien à quoi ça sert, une relation de confiance. J'aimerais bien prendre le contre-pied qui est qu'est-ce qu'on risque quand on n'a pas une relation de confiance avec des collaborateurs ? Qu'est-ce qu'on risque ? Dans mon métier, on risque de pas être au rendez-vous puisque comme je base essentiellement mon management sur la confiance, si j'ai pas de signaux d'alerte, je vais considérer que tout se passe bien. Et quand le signal d'alerte arrive trop tardivement, on n'est pas du tout au rendez-vous. Donc ça veut dire qu'on n'est pas capable de finir le projet dans les délais, de rendre les délivrables clients au bon moment. C'est pour ça que la confiance, ça se construit et que plus les générations sont jeunes, plus ça prend du temps et plus je m'appuie sur les gens qui sont les managers, les chargés de mission, donc des gens qui ont cette expérience et avec qui j'ai déjà noué cette relation de confiance. Mais c'est vraiment, ça arrive tous les ans de travailler avec des personnes qui fonctionnent pas de cette manière-là et on a des désillusions et après, il faut gérer les problématiques clients. Mais c'est toujours désagréable. Donc c'est pour ça que on essaye a priori d'expliquer la manière dont on travaille, ce qu'on a envie de créer. Après, ça fonctionne pas tout le temps. Ok. Quand on a préparé cet épisode ensemble, tu m'as un peu donné 2 secrets de fabrication d'une relation de confiance, en tout cas que toi tu utilises avec tes équipes. Si t'acceptes, je vais me permettre de les dévoiler. Le premier secret que j'ai compris, c'est le soutien et l'écoute. On vit dans une période où beaucoup de personnes se posent des questions sur le rôle de la société, le sens de leur vie, etc. Remettent aussi beaucoup en question leur activité professionnelle. Moi qui viens aussi d'une société de services, puisque j'ai travaillé 10 ans dans un cabinet de conseil, un peu comme l'audit, ce sont des secteurs qui sont très fortement impactés par cette quête de sens. Comment toi tu réagis face à un collaborateur, donc post-Covid mais même pré-Covid, la quête de sens c'était déjà une question avant, mais comment tu réagis face à un collaborateur ou une collaboratrice qui doute, qui est démotivé, qui a des envies d'ailleurs ? Alors avant de répondre à ta question, je vais peut-être faire un petit retour en arrière sur la manière dont je vois l'évolution des collaborateurs chez nous. C'est que on sait très bien que la plupart des gens ne resteront pas toujours chez nous. C'est un peu l'école après l'école, ce que tu disais en préambule. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans cette logique, et moi absolument pas, de se dire il faut garder les gens le plus longtemps possible, même si ils sont pas heureux chez nous. Nous, ce qu'on souhaite avoir, c'est des gens qui sont épanouis, et le jour où ils sont plus épanouis, on les aide à trouver à l'extérieur, puisque ça devient des alumni, des gens avec qui on continue de travailler. Donc une fois qu'on a ce postulat, quand il y a des gens qui ont des problèmes, l'idée c'est vraiment de comprendre pourquoi ils se sentent pas bien. Si la quête de sens, on peut y répondre parce que en interne, on a une fondation, on a
On fait aussi, on travaille pour des organismes sans but lucratif. Donc, est-ce qu'en interne, cette quête de sens, elle peut être nourrie, merci. Et si c'est pas le cas, d'essayer de les aider, mais même de les aider à se repositionner pour voir ce qu'ils pourraient faire à l'extérieur, comment ils pourraient avancer, et puis après utiliser notre propre réseau. Donc ça sort assez vite du cadre pur EY pour aller sur la suite de la relation de confiance, qui n'est pas une relation de confiance sur le professionnel, mais qui est une relation de confiance dans son intégralité. Et donc, c'est vrai que moi je travaille beaucoup avec des alumni d'EY, donc des gens avec qui je travaillais pendant 4, 5, 6 ans, qui sont partis parce qu'ils ne trouvaient plus leur place ou ils avaient envie de faire autre chose. On a gardé ce lien et donc on continue à travailler ou à être amis, mais c'est vraiment une relation qui est dans la durée. Et donc, l'épisode EY, c'est un épisode de la vie professionnelle, mais c'est pas optimisé, c'est pas optimisé pour EY, c'est optimisé pour le collaborateur. Ok. Donc quand un collaborateur vient te voir pour te dire je doute, je sais pas si le métier m'intéresse toujours, etc. Déjà, moi je trouve que quand il vient te voir, c'est déjà une marque de confiance. C'est sûr. Et donc ça m'intéresse de savoir peut-être comment tu réagis et comment t'en arrives là à ce que la personne vienne te voir pour te dire ça et puis se livrer sans se sentir en danger ou se dire qu'elle perd sa place, sa promo, son augmentation ou je ne sais pas. Ouais, c'est une très bonne question. Le point de départ, c'est qu'en fait, il n'y a jamais de sanction. Et le deuxième sujet, c'est quand même qu'il y a un niveau de confidentialité qui est assez fort. C'est-à-dire que parfois, on peut échanger sur des problématiques personnelles sans que j'échange avec mes autres associés ou que ça soit des points qui soient évoqués en réunion d'évaluation ou de choses comme ça. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième, c'est que j'ai l'impression de répéter ce que j'ai déjà dit, mais comme on est dans une relation de confiance, c'est à double sens. C'est-à-dire que moi, je leur fais confiance pour me remonter des sujets, mais eux, ils ont confiance en moi pour les accompagner, mais aussi le jour où ils en ont marre et qu'ils démissionnent, ils veulent pas me mettre dans une position inconfortable en me disant du jour au lendemain, on va plus travailler ensemble parce que j'ai démissionné. Et donc, très souvent, en avance de phase, parce qu'on a co-construit une relation, ils viennent me voir en me disant voilà, je me sens plus très bien, est-ce que je peux faire autre chose chez EY ou est-ce que je vais faire autre chose ailleurs? Et on travaille dans la durée, donc ça dure 2, 3, 4 mois. J'ai une de mes collaboratrices avec qui j'ai travaillé 10 ans qui, il y a 2 ans, se posait des questions pour devenir prof de maths. C'est très à la mode, trouver du sens, c'était vraiment le sujet. Parce qu'il y avait des sujets autour du sens et des sujets autour de l'intérêt de notre métier. On a trouvé en interne pendant une période des sujets d'intérêt. Du coup, elle a réussi à se repositionner. Aujourd'hui, elle se pose encore les mêmes questions et elle ira probablement faire prof de maths. Mais on a essayé de trouver des solutions, d'abord en interne, et puis quand on a vu qu'on était arrivé au bout, elle va partir, mais c'est quelque chose qu'on aura anticipé ensemble. Et du coup, ça sera indolore pour tout le monde et je pense qu'elle sera épanouie dans sa nouvelle vie parce que voilà, le sens, elle l'a pas trouvé chez nous, mais elle le trouvera forcément dehors. On peut pas gagner à tous les coups. Bien sûr. En tout cas, il y a un moment donné, elle ne l'a plus trouvé parce que ouais, ça fait 10 ans qu'elle est chez vous. Exactement, elle ne l'a plus trouvé, c'est exactement ça. Est-ce que ça veut dire que quand tu prends une relation avec quelqu'un, tu lui expliques comment tu fonctionnes, tu lui expliques que c'est possible d'aborder ces sujets-là, même des sujets délicats, que toi tu t'engages à avoir de la confidentialité, t'as envie de co-construire avec eux, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu formules ? Non. C'est pas quelque chose que tu formules. Non, en fait, c'est pas quelque chose que je formule, mais ça tient au mode de fonctionnement des gens avec qui je travaille, c'est que en fait, il se passe cette information en fonction des générations. Donc, moi, je suis assez proche des plus anciens, et c'est ce mode de fonctionnement que j'ai avec eux. Et eux-mêmes, ils ont ce mode de fonctionnement avec les gens un peu plus jeunes. Et du coup, toute la tribu, entre guillemets, fonctionne de la même manière. Et au bout d'un moment, même si c'est pas moi qui leur ai dit « vous pouvez venir me parler », ils ont pris cette habitude-là, parce qu'ils le font avec leur N+1, et du coup, le faire avec le N+2 ou le N+3, ça devient naturel. Mais c'est pas quelque chose que je fais avec les plus jeunes quand je les vois, c'est plutôt quelque chose qui s'instaure au fil du temps. Donc oui, pour les plus jeunes, quand ils ont un problème, c'est pas moi qui vont venir voir, et si leur N+1 ne fonctionne pas comme ça, il peut y avoir des ratés, et il y a des ratés tous les ans, des gens qui se sentent pas bien et qui décident soit de changer de métier, soit de changer de type d'équipe.
Okay. Mais non, j'ai pas ce genre de discours et je trouve que c'est assez compliqué pour les plus jeunes parce qu'il y a quand même une grande différence d'âge, de façon de fonctionner. Ils ont l'impression que c'est très démagogique de dire ça dès le début, alors que quand ils ont l'impression que c'est le mode de fonctionnement du groupe dans lequel ils évoluent, c'est beaucoup plus naturel. Ouais, c'était aussi ce sur quoi je voulais rebondir, qui est un peu la preuve par l'exemple. C'est-à-dire que bon, tu peux le dire ou tu peux pas le dire. Bon, moi personnellement, j'ai un management qui est très transparent, j'aime dire les choses, mais en fait dire les choses et ne pas les appliquer, ça sert à rien. Donc ce que je comprends aussi, c'est que finalement les gens te voient faire, te voient instruire des choses pour les collaborateurs, te voient trouver des solutions, voient aussi que ça n'impacte pas leur évolution, et donc comme ça petit à petit ont confiance en toi parce que tu leur prouves que tu peux être quelqu'un de confiance. Exactement. Non, je pense vraiment que la confiance, ça se décrète pas, ça se crée. Et voilà. Et pour la créer, surtout dans un environnement comme un cabinet d'audit où il y a beaucoup de messages ou d'injonctions qui sont parfois contradictoires, on peut pas décréter qu'on va travailler dans un environnement de confiance. Enfin, la bienveillance au travail aujourd'hui, c'est dans toutes les entreprises, chez nous aussi. Tous ces sujets autour du mode de fonctionnement, on peut le décréter, mais au final, il faut que ça soit plutôt par l'exemple. Et effectivement, moi, je fonctionne comme ça. Après, je travaille beaucoup avec les mêmes personnes, qui eux-mêmes travaillent avec les mêmes personnes. Donc, on est sur des environnements où on a 20, 30, 40 personnes, mais qui se connaissent, qui travaillent, qui ont évolué ensemble. Et ça permet effectivement de reproduire le même schéma. Et finalement, je pense que les gens avec qui je travaille ou avec qui je continue de travailler, c'est des gens qui fonctionnent dans le même schéma. Et ceux qui ne se reconnaissent pas dans ce schéma-là, ils vont aller travailler avec d'autres personnes au sein de la firme, puisqu'il y a suffisamment de monde pour que tout le monde puisse trouver son propre équilibre. Ok. Ça m'intéresse aussi de savoir, toi, qu'est-ce que ça te fait quand quelqu'un vient te voir, et a fortiori quand c'est quelqu'un avec qui tu travailles depuis longtemps, qu'est-ce que ça te fait quand la personne te dit voilà, je doute, je pense peut-être à partir, je me pose des questions, je suis un peu perdue, parce que tout le monde n'a pas envie de partir, mais a besoin d'écoute et de guide. J'ai toujours la même réaction au début, c'est une énorme frustration, parce que c'est impossible de ne pas se remettre en question quand quelqu'un ne trouve pas sa place, ou a envie de changer, ou a envie d'avoir plus de sens, parce qu'on a l'impression d'avoir créé un environnement qui est propice à l'évolution personnelle. Donc il y a un début de frustration. Après, il y a un peu d'inquiétude ou de crainte quand c'est des gens avec qui on travaille beaucoup, parce que une personne sur deux qui se pose vraiment des questions, elle a quand même vocation à partir à court ou moyen terme. Donc après, c'est comment on va s'organiser. Mais plus je vieillis et plus c'est facile de mettre tout ça de côté en me disant, on verra, enfin ces sujets-là, je me poserai des questions sur mon propre mode de management dans un second temps. L'idée, c'est plutôt d'être à l'écoute et d'essayer de trouver des solutions. Et il y a aussi beaucoup de solutions en interne. On a pas mal d'outils internes sur du coaching, déjà des choses qui permettent de remettre le collaborateur dans un environnement où il va pouvoir réfléchir de manière posée à toutes les questions qui se posent, arriver à les hiérarchiser et se dire, bon, voilà, au final, il faut que je change de métier parce que je veux changer de vie, parce que je veux trouver un sens, je veux faire dans l'éducatif ou dans l'humanitaire, ou c'est juste les missions que je fais qui ne sont pas adaptées. Donc voilà, donc je suis passé d'un sentiment de frustration qui était assez marqué au début à aujourd'hui, je mets un peu mes sentiments ou ce que je ressens de côté en essayant plutôt d'aider les gens avec qui je travaille. Je me permets peut-être juste de rebondir. On parle beaucoup de la question de sens avec se dire on a envie de devenir prof, travailler dans des ONG, travailler dans des secteurs qui sont très tournés vers l'autre peut-être. Moi je pense qu'à trouver du sens dans son métier, c'est pas que ça. Et donc on n'est pas en train de dire que l'audit n'est pas un métier de sens, parce que sinon tu serais pas là depuis plusieurs années. C'est bien le sens en fonction de chaque personne, chaque individu au moment de sa carrière. Et effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui ont envie d'être au service de la société, sûrement pour la rendre meilleure, mais chacun trouve le sens là où il le veut. Tout à fait. Non, mais tout à fait. Après, effectivement, on peut aussi y trouver du sens. En ce qui me concerne, je m'occupe par exemple, de quelques fonds d'investissement impact, donc qui font de l'investissement socialement responsable, ou dans mes activités, parce que moi j'aime mon métier et ce que je fais, mais trouver soit des sociétés qui sont dans des secteurs
qui ont du sens, où je travaille énormément dans la santé. Bon, la santé aujourd'hui, c'est quand même au cœur de l'actualité. C'est la manière dont moi je donne du sens, donc je suis d'accord avec toi. C'est pas aller forcément vers l'humanitaire ou l'éducatif, c'est trouver du sens dans ce qu'on fait en arrivant à concilier un métier qu'on aime et un intérêt pour les autres, pour la société, essayer de faire avancer tout ça. Le deuxième secret que tu as bien voulu me révéler, ce sont les moments de qualité. Et finalement, quand on est auditeur, il existe une particularité, je sais pas si elle est très connue de nos auditeurs, c'est les déplacements. Parce que vous êtes beaucoup chez les clients pour les auditer, faire votre mission. Parfois, vous vous déplacez dans toute la France, parfois même à l'étranger. Et quand on a préparé cet échange, tu m'expliquais que pour toi, les déplacements sont vraiment des moments forts sur lesquels tu t'appuies pour créer des relations de confiance avec tes équipes. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ces moments sont si spéciaux pour toi ? Et peut-être comment tu les rends spéciaux ? Alors, pourquoi c'est spécial ? Parce que ça crée une vraie expérience commune. Quand on va chez un client, on va passer 8-10 heures ensemble. Quand on va chez un client à l'étranger, on va aussi passer les dîners, les voyages. Et en fait, alors, pour paraphraser ce qui se passe dans le sport collectif, mais quand vous prenez une équipe de foot, c'est on vit ensemble, on meurt ensemble. Il y a un petit côté comme ça quand vous êtes une équipe et que vous faites tout ensemble, y compris des choses que vous ne faites pas en temps normal parce que vous êtes à l'étranger. Donc vous dînez tous ensemble, vous rentrez dans le cercle un peu personnel, vous échangez sur ce que vous êtes vraiment, ce qui vous intéresse. Ça crée une histoire commune, et cette histoire commune, elle reste bien au-delà de la mission, bien au-delà d'EY. En fait, vous créez une relation qui est entre l'amitié et la relation professionnelle. Et les gens, quand ils rentrent dans cette relation-là, ils sont beaucoup plus dans une relation de confiance avec les autres, confiance pour parler, confiance pour s'assurer que le travail sera fait correctement, qu'on va pas mettre l'autre en situation difficile par son attitude. Donc ça crée vraiment un lien. Et après, comment est-ce qu'on crée ce lien ? C'est vrai que avoir des moments de qualité, ce que tu disais, donc des dîners, des moments où on sort du cadre, tout en étant avec ses collègues, ça permet de générer ces moments de qualité où ça crée du souvenir et puis un sentiment d'appartenance à une équipe, à une entreprise. Et c'est ce sentiment d'appartenance qui est très fort, puisque quand on appartient tous à la même structure, on a envie d'aller tous dans la même direction et il y a une solidarité qui se crée. Alors que quand on est un individu dans une équipe avec sa propre tâche à réaliser, on va la réaliser, puis après on va pas aller donner un coup de main à son voisin parce qu'on n'a pas l'impression de participer à un projet. Et c'est vrai que ces moments de qualité, ça permet à tout le monde d'aller dans la même direction, de participer à un projet collectif, et finalement on retrouve les bases du collectif, du sport collectif, où on est une équipe et où chaque membre individuellement peut faire des belles choses, mais c'est la collectivité qui va faire avancer le projet, et c'est parce qu'on est tous ensemble que ça marchera mieux que la somme des individus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans tous les métiers où il y a des équipes, et le métier de l'audit, c'est un métier où l'équipe est fondamentale. Oui, ça permet un peu de casser la carapace, en fait, de plus être juste l'auditeur dans telle équipe, mais d'être Cédric, d'être Sophie, et de savoir qui est vraiment la personne qui s'assoit à côté de moi tous les jours. Exactement, et puis ça permet aussi d'échanger sur des sujets périphériques, mais qui ont un impact sur le travail, des problématiques personnelles qu'on pourrait avoir, ou même un vécu qui a un impact sur sa façon de se comporter dans le travail, dans la vie. Donc ça permet de connaître les gens réellement, et pas juste d'avoir un collaborateur qui exécute une tâche dans un cadre précis. Ok. Tu sais comment tes collaborateurs vivent les déplacements de leur côté ? Je pense qu'ils les vivent bien. Alors déjà, comme je suis de plus en plus vieux, j'y vais de moins en moins. Donc ils les font sans moi, et je vois que ça perdure. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple, les frontières américaines se sont réouvertes le 8 novembre. Le 9 novembre, j'avais quand même plusieurs équipes qui sont parties aux États-Unis. Alors ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas le droit d'y aller, parce qu'il y avait des besoins professionnels de certains clients qui avaient des filiales aux États-Unis, mais aussi parce que ça permettait de changer de cadre, de retrouver cette cohésion, cette vie en groupe, et ça permet aux équipes, quand elles reviennent, d'être beaucoup plus soudées. Donc mes managers ont emmené les équipes aux États-Unis avec exactement le même état d'esprit,
Donc je pense que ça perdure. Et puis après, c'est vrai que faire la fête ensemble de temps en temps, c'est quelque chose aussi qui permet de créer du lien et de se voir dans un cadre professionnel, dans un cadre un peu plus amical et dans un cadre festif. C'est l'intégralité. On a l'impression de vivre tous ensemble pendant un moment privilégié. Pardon. Ça m'intéresse de savoir comment tu as appris à tisser des relations de confiance. Ce sont des pratiques qu'on t'a appliquées ou ce sont des pratiques que tu as testées, ça fait partie de ta personnalité, je sais pas, ça m'intéresse de savoir un peu comment t'en es arrivé à ces petits secrets, à ces petits ingrédients du management de Cédric Garcia. Alors, c'est un peu des deux. Déjà, j'avoue que quand j'ai commencé à travailler avec des managers qui fonctionnaient un peu de la même manière, qui fonctionnaient un peu en tribu. Du coup, j'ai tout de suite travaillé dans un univers un peu clos avec une dizaine ou une quinzaine de personnes dans une entreprise où on était 1500 à faire le même métier. Et j'ai trouvé que ça fonctionnait bien parce que moi, je me sentais extrêmement à l'aise pour dire ça j'aime pas, pour changer de type de client. Et ça crée un lien assez fort même avec des gens qui sont notre N+2, notre N+3. Ensuite, j'ai complètement changé d'activité, d'environnement, mais j'ai réappliqué cette façon de fonctionner et je me suis rendu compte que, effectivement, ce que j'avais vécu, c'était ce qui me convenait le mieux et donc j'ai continué, puis après j'ai expérimenté. Les voyages à l'étranger, j'en ai fait très peu quand j'étais dans les plus jeunes années, donc je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui fonctionnait bien pour souder un groupe. Donc voilà, c'est un mélange entre quelque chose que j'ai appris avec mes premiers managers et ma façon de manager aujourd'hui. Mais plus on est dans une grande structure, ce qui est notre cas, plus il faut faire du micromanagement et ça je l'ai appris dès le début parce que j'ai travaillé avec des gens qui faisaient du micromanagement et j'avais des copains qui travaillaient avec d'autres gens où ils n'étaient pas micromanagés entre guillemets et ils n'étaient pas du tout à l'aise et quand on avait des formations tous ensemble je me rendais bien compte qu'ils n'étaient pas très épanouis donc ça m'a permis de m'épanouir et du coup j'ai reproduit une partie de ce que j'avais vécu en essayant après de le mettre un peu à ma sauce. Quand tu dis micromanagement, c'est vraiment management de proximité. C'est manager de proximité, c'est de considérer chaque personne individuellement et pas une masse où j'ai besoin de 3 personnes. Bon, je prends 3 personnes, je les fais travailler, puis après, je les... Voilà. Et plus la société est grosse, plus il y a un risque de pas du tout gérer les gens comme des ressources et pas comme des personnes. Et ça, je l'ai vécu aussi quand j'étais plus jeune et j'ai pas du tout apprécié... même si on a des rewards, on nous remercie, etc. Mais on voit bien qu'on est là parce qu'on a besoin de nous, mais demain, il y aurait quelqu'un d'autre qui aurait fait la même chose. Et ça, c'est pas du tout quelque chose que j'ai apprécié, donc j'essaye de absolument pas reproduire ce schéma, et donc, de faire du comment t'as dit, du management de proximité. De proximité, voilà. Individualisé. Cédric, on arrive à la fin de notre échange. Est-ce que tu as peut-être des conseils donc que tu nous as pas déjà livrés pour les chefs qui nous écoutent, donc qui sont managers, parfois jeunes managers, parfois managers plus expérimentés, chefs d'entreprise, leaders dans des formes diverses et variées, pour les aider à créer ou à renforcer la relation de confiance qu'ils ont avec leurs équipes? Alors, je sais pas si j'ai un conseil ou un message. Moi, mon point, parce qu'on a beaucoup parlé de confiance, alors je suis auditeur, donc il y a une phrase qui est quand même assez clé dans mon métier, c'est la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est que la confiance, c'est très bien, ça se construit, mais il y a un moment, et d'autant plus dans mon métier, où il faut s'assurer que cette relation de confiance, elle fonctionne, et donc on est bien obligé à un moment de rentrer dans un niveau de détail suffisant, même avec des gens avec qui on a l'habitude de travailler, et s'assurer régulièrement que tout ça fonctionne et qu'on n'est pas en train de passer à côté d'un énorme problème parce que on a l'impression de travailler avec des gens qui font ce qu'on a l'habitude de faire nous-mêmes. Donc voilà, donc c'est vraiment la confiance n'exclut pas le contrôle, c'est aussi un de mes leitmotifs. Donc c'est vraiment et puis c'est une relation à double sens, donc c'est la confiance dans les gens avec qui on travaille, ça permet de se reposer sur eux, mais à contrario, il faut qu'ils aient confiance en nous, pas sur les mêmes sujets, mais sur des sujets qu'on a évoqués précédemment, de problématiques qu'ils rencontrent et d'être capable de les traiter tous ensemble. Ouais, et c'est important ce que tu dis, la confiance n'exclut pas le contrôle, à la fois dans ton métier au quotidien, s'assurer quand même que le job est fait, et parfois poser des questions parce que par habitude on oublie, on va à la facilité ou autre. Et moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est m'assurer que la relation de confiance, elle est toujours de confiance.
C'est-à-dire pas prendre la confiance de l'autre pour acquis dans la durée et donc contrôler aussi ça et réinterroger le niveau de relation que j'ai aussi avec les gens pour m'assurer que je suis pas en train de passer à côté d'un truc, quoi. Ah mais ça c'est très vrai, ouais, complètement. C'est même fondamental et tu as raison de le mentionner, c'est que travailler dans un environnement de confiance qui est dans un seul sens parce que finalement la confiance elle a été cassée de l'autre côté, ça peut créer des très gros problèmes. Donc s'assurer qu'on est toujours dans cet environnement-là, c'est extrêmement important, je suis d'accord avec toi. C'est un peu comme en amour, quoi, ne pas prendre la relation pour acquis sans plus jamais faire d'efforts. Ça s'entretient, quoi. Ah, complètement. Non, mais c'est exactement ça. Ça s'entretient. C'est jamais complètement acquis. Et puis après, voilà, c'est quand même de l'humain avant tout. Et donc, oui, c'est un peu comme une relation amoureuse. Il faut s'assurer que ça continue à bien se passer et que tout le monde y trouve son compte. Merci beaucoup, Cédric. Merci à toi, Sophie. Alors, que retenez-vous de mon échange avec Cédric ? De mon côté, je me suis noté plusieurs ingrédients pour créer une relation de confiance avec ses équipes. Le premier ingrédient, et celui qui m'a le plus marqué parce que je pense que c'est vraiment un ingrédient auquel j'accorde beaucoup d'importance, c'est la confidentialité. Si vous savez que ce que vous dites à votre manager est répété au N+1 ou au N+2 à la RH, éventuellement traité en comité d'évaluation, forcément vous allez faire très attention à ce que vous allez dire et vous n'allez pas vraiment vous confier à votre manager. C'est pareil pour vos équipes. Donc je pense que c'est vraiment important de les rassurer sur le fait que les informations qu'ils vous donnent vont rester confidentielles et éventuellement de leur expliquer les personnes à qui vous allez devoir communiquer ces informations-là. Je pense notamment à une situation que j'ai vécue personnellement de quelqu'un qui m'avait livré ses problèmes de santé. Il s'était confié à moi et m'avait demandé de ne pas en parler. Je lui avais dit que je garderais vraiment l'information confidentielle, mais qu'il me semblait important d'en parler à une ou deux autres personnes. Et on avait défini ensemble quelles allaient être ces personnes, qui leur dirait, quand est-ce qu'on leur dirait et comment on leur dirait. Voilà, donc vraiment la confidentialité, c'est pour moi le premier point clé d'une relation de confiance. Ensuite, pour construire cette relation, je retiens aussi les moments de partage et les moments de partage de qualité. Notamment les moments de partage dans lesquels on quitte le costume de professionnel, dans lesquels on lève les barrières hiérarchiques, on se parle vraiment d'égal à égal. On peut se connaître mieux, on parle de sujets plus personnels. C'est possible notamment dans les déplacements, comme le mentionnait Cédric. C'est aussi possible dans les moments de convivialité. Quand j'étais manager, j'aimais aussi parfois changer de cadre de travail avec mes équipes. Parfois, au lieu d'être au bureau ou en télétravail, on allait travailler ensemble dans un espace de coworking, ou alors on faisait nos réunions dans un café. Ça casse tout de suite les codes habituels et ça fait du bien. Ensuite, le troisième point que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est la taille de l'équipe, ou de la tribu, comme l'appelle parfois Cédric. Je crois profondément que plus une entreprise est grande, plus on a besoin d'avoir un sentiment d'appartenance à une équipe réduite, resserrée. Et finalement, Cédric, il a tissé ce lien de confiance avec quelques collaborateurs dont il est proche, qui ont eux-mêmes tissé ce lien de confiance avec d'autres personnes membres de la tribu. Et tout cela fait que la tribu élargie, enfin les 50 personnes dont il parle, évoluent dans un environnement vraiment positif au global. Et finalement, ce qui est fort, je trouve, dans ce que Cédric a réussi à faire, c'est qu'en tant que chef, il a vraiment réussi à impulser cette dynamique qui s'est diffusée au fur et à mesure des générations. Une fois n'est pas coutume, je vais rajouter un quatrième point à ce débrief qui me paraît important, surtout dans la période de grande démission, comme on l'appelle, dans laquelle on vit. Je sais que certains d'entre vous ont reçu de nombreuses démissions de la part de leurs équipes ou de leurs collègues, et c'est jamais très agréable à vivre. Et je trouve que la manière dont Cédric vit les départs est d'ailleurs assez proche de ce que nous disait Annabelle dans l'épisode 36. Ils nous disent tous les deux que les départs, ça fait partie de la vie. Et en tant que manager, c'est de notre rôle de bien les accompagner, d'accepter que la personne n'est plus à sa place dans l'entreprise et que c'est pas forcément de notre faute ou à cause de nous. Et donc mettre un peu de notre ego de côté et plutôt focaliser son énergie sur le fait que le collaborateur, il parte dans des bonnes conditions, que le lien de confiance il soit maintenu malgré ce départ. Car finalement, c'est positif pour la suite. Cette personne, elle peut devenir un client. Elle peut revenir aussi en tant que collaborateur. Et puis, juste, elle devient maintenant un membre de votre réseau que vous connaissez bien, avec qui vous avez une relation de confiance et avec qui ça peut être plus simple et agréable d'échanger dans la durée.
Voilà, j'ai terminé ce long débrief. Je vous dis à la semaine prochaine. Je compte sur vous, même jour, même heure, même pomme, comme disait Patrick. D'ici là, portez-vous bien. Kenavo!